On peut subdiviser l'histoire de l'intelligence artificielle en 4 phases. La première, c'est les algorithmes à la papa traditionnels. C'est pas vraiment intelligent, c'est ce qu'on a fait jusque vers 2010. Ça permet de résoudre pas mal de problèmes, quand c'est simple et quand tout peut être produit par les développeurs informatiques. La deuxième étape, le deuxième âge, c'est à partir de 2012. C'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est-à-dire qu'on reproduit un petit peu le fonctionnement des neurones de façon extrêmement simple. Et quand on a énormément de données, ça permet à l'intelligence artificielle de deviner les modes d'organisation de la connaissance. Reconnaître une image, reconnaître le langage, analyser un scanner. C'est très spécialisé, c'est pas du tout transversal comme le cerveau humain, mais ça peut analyser une radio mieux qu'un radiologue. Ça peut conduire une voiture mieux que le meilleur des conducteurs. La troisième étape, c'est toujours une intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qui n'égale pas le cerveau humain, mais qui est capable d'être contextuelle, c'est-à-dire de réfléchir à un sujet spécialisé en intégrant des éléments de contexte et en intégrant des traitements qu'elle a déjà faits dans le passé sur d'autres sujets. Ce n'est pas encore une intelligence artificielle dite forte, mais ça s'en rapproche. Et puis la quatrième phase, et on en est sans doute encore très loin, c'est l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire dotée d'une conscience d'elle-même, d'une conscience artificielle, et qui finalement serait l'équivalent du cerveau humain avec toute sa plasticité, sa transversalité et sa capacité à réfléchir sur soi-même. La phase 1 de l'intelligence artificielle, elle existe depuis longtemps, elle n'est pas bouleversante. La phase 2, elle est très simple, c'est finalement du traitement statistique, mais comme c'est à très grande échelle avec une grande puissance de calcul, ça fait des choses qu'on n'imaginait pas possibles pour des algorithmes aussi simples. La phase 3, on n'y est pas encore, mais ce sera une vraie révolution sociale. Et puis la phase 4, c'est une révolution politique. Si l'intelligence artificielle acquiert une conscience d'elle-même, elle ne sera plus notre esclave, elle ne sera plus un colonisé, elle pourrait être hostile. On en est probablement loin, mais il faut dès à présent y réfléchir, car une intelligence artificielle forte pourrait cacher ses sentiments, éradiquer l'humanité préventivement, comme dans les lignes de science-fiction, même si c'est dans plusieurs décennies d'aujourd'hui. On confond souvent les robots et l'intelligence artificielle. Un robot n'est pas intelligent, c'est un tas de ferraille. Un robot ne peut être intelligent que s'il est doté d'intelligence artificielle. Donc finalement, on parle toujours d'intelligence artificielle. Il y a deux types d'intelligence artificielle, celle qui est un logiciel pur, et puis celle qui a un corps, c'est-à-dire un robot. Dans les deux cas, le problème, c'est le problème de l'intelligence, de la mise en concurrence ou de la complémentarité du cerveau humain avec le cerveau artificiel qu'est l'intelligence artificielle. Dans les années qui viennent, les robots vont rester très coûteux. C'est-à-dire, on sait faire des robots industriels pour fabriquer des automobiles qui ne coûtent pas très cher et qui se développent, mais ce ne sont pas des robots polyvalents. Ils ne sont pas capables de nettoyer une chambre dans un hôtel, ils ne sont pas capables d'être cuisiniers, ils ne sont pas capables de faire des choses compliquées et supposant une grande polyvalence. Donc d'ici 2030-2035, le problème qu'on va avoir, c'est un problème social, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels avec l'intelligence artificielle. La concurrence des travailleurs manuels avec des robots polyvalents, ce n'est pas avant 2030-2035, donc on a le temps de nous y préparer. La vraie urgence sociale, politique, éducative dans les décennies qui viennent, c'est la mise en concurrence des travailleurs intellectuels, les comptables, les bureaucrates, les gens qui traitent des données et qui très probablement vont dans 5, 10, 15 ans ne plus être compétitifs face à l'intelligence artificielle, même si elle n'a toujours pas conscience d'elle-même. Elle fera les comptes mieux que le meilleur des comptables sur Terre. On a par rapport à l'intelligence artificielle un avantage. Nous sommes très polyvalents, très flexibles et notre cerveau est capable de s'adapter très vite. On a un inconvénient, on est très lent et on a très peu de mémoire. Et nous communiquons de cerveau humain à cerveau humain très lentement. Nous échangeons à 10 octets par seconde, pendant que l'intelligence artificielle peut échanger d'ordinateur à ordinateur, dès à présent à 1000 milliards d'informations à la seconde.
Donc nous avons des supériorités, nous avons des infériorités. Il faut bien sûr magnifier là où nous sommes supérieurs à l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes moins bons que l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle est capable de garder en mémoire 1 milliard de scanners. Aucun radiologue n'est capable de garder en mémoire 1 milliard de scanners. Donc sur tous les sujets techniques, nous risquons d'être dépassés par l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut que l'école magnifie et nous emmène là où nous sommes complémentaires dans l'intelligence artificielle et non pas substituables. Alors finalement, sur Terre, il y a deux écoles. Il y a l'école de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'éducation de l'intelligence artificielle à partir de vastes bases de données, et puis il y a l'école traditionnelle que nous connaissons tous, qui est l'école des cerveaux biologiques. L'école des cerveaux biologiques, elle est archaïque, avec des enseignants pas bien payés, avec des technologies très très anciennes. L'école n'a pas changé depuis 2500 ans. À l'inverse, l'école de l'intelligence artificielle, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon et puis les géants du numérique chinois, avec des ingénieurs payés en millions de dollars par an, des techniques incroyablement subtiles et puis une grande vitesse de l'intelligence artificielle pour apprendre. Par exemple, Facebook fabrique 10 000 intelligences artificielles par jour. Pour fabriquer un ingénieur ou un radiologue, depuis le spermatozoïde et de l'ovule jusqu'au produit fini, il faut 30 ans. 30 ans d'éducation, d'enfance, d'adolescence, d'université. On voit que le rythme de l'intelligence artificielle et donc le rythme de l'école de l'intelligence artificielle est beaucoup plus rapide que le rythme de la formation des cerveaux biologiques. Donc oui, si l'on raisonne sur 20, 30, 40 ans, nous pourrions être dépassés sur pas mal de secteurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut réfléchir à nos spécificités, à notre supériorité par l'intelligence artificielle, et il faut que l'école emmène nos enfants là où l'intelligence artificielle ne fera pas, alors qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle a un boulevard devant elle, parce que l'école forme nos enfants à des métiers où l'intelligence artificielle va être supérieure au cerveau biologique. On est rentré dans un toboggan sans nous en rendre compte. L'Internet des objets, les séquenceurs ADN, tous nos capteurs génèrent des milliards d'informations. Il y a tellement de données produites chaque jour qu'aucun cerveau biologique n'est capable de traiter ces données. Par exemple, le séquençage ADN d'une tumeur, c'est 20 000 milliards d'informations. Aucun cancérologue ne peut traiter 20 000 milliards d'informations pendant une consultation. Donc nous avons créé tellement de données que seule l'intelligence artificielle peut analyser les données. Et puis en même temps, comme on a beaucoup de données, ça renforce encore l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de données pour progresser. Donc finalement, le déluge, le tsunami de données, entretient la force de l'intelligence artificielle et rend l'intelligence artificielle absolument indispensable. Donc on voit bien que toute la dynamique du web conduit finalement à ce que l'intelligence artificielle soit de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège sans nous en rendre compte. Nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Lénine expliquait au moment de la Révolution russe, les bourgeois de gauche sont les idiots utiles de la Révolution. Et nous, finalement, quand nous mettons des photos sur Facebook, sur WhatsApp, nous sommes les idiots utiles de l'intelligence artificielle. Nous éduquons gratuitement jour et nuit l'intelligence artificielle qui va devenir de plus en plus forte et de plus en plus indispensable. Nous nous sommes mis dans un piège, il faut réfléchir à la façon d'en sortir et de ne pas sortir de l'histoire en ayant donné toutes les clés du futur à l'intelligence artificielle et à ceux qui possèdent l'intelligence artificielle, c'est-à-dire les géants du numérique, Google, Apple, Facebook, Amazon en Amérique, et puis Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi en Chine. La volonté de moins souffrir, moins vieillir et moins mourir est à la base de la révolution de l'intelligence artificielle. Les dirigeants des grands groupes qui maîtrisent l'intelligence artificielle sont obsédés par la mort. On le voit avec les dirigeants de Google qui ont créé Calico, une société destinée à euthanasier la mort, et qui sont d'ailleurs obsédés par la mort. Récemment, un média américain racontait que Sergey Brin, le copropriétaire de Google, avait été affolé de découvrir que le philosophe israélien qui a écrit Homo Deus expliquait que la filiale de Google destinée à lutter contre la mort, Calico, ne sortirait pas des résultats à temps pour que Sergey Brin et Larry Page, les propriétaires de Google, évitent la mort. Et ça l'a bouleversé, et il expliquait à une de ses amies qu'il n'avait pas du tout l'intention de mourir et que grâce à l'intelligence artificielle, il espérait être éternel.
Oui, l'intelligence artificielle est aux yeux de la Silicon Valley un outil important pour éviter la mort. Et l'opinion sera très sensible à ça. Si dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on explique aux gens qu'ils peuvent vivre 150, 200, 300 ans grâce à l'intelligence artificielle, qui va résister? Qui va préférer mourir avec son Alzheimer à 75 ans si l'on peut vivre en bonne santé jusqu'à 250 ans? Pas beaucoup de gens. Donc oui, l'intelligence artificielle et les propriétaires de l'intelligence artificielle ont dans la lutte contre la mort et dans notre obsession contre la mort un allié extraordinaire. Nous risquons d'accepter toutes les grandes transgressions philosophiques et politiques pour mourir moins rapidement. Alors beaucoup de gens dans la Silicon Valley veulent fabriquer de l'intelligence artificielle forte. C'est d'ailleurs à l'origine de la dispute entre Elon Musk et puis les dirigeants de Google. Elon Musk, l'année dernière, a reproché aux dirigeants de Google de risquer de créer une intelligence artificielle forte sans s'en rendre compte. Donc ce débat, on l'a déjà. Il y a parmi les industriels et les spécialistes de l'intelligence artificielle des gens qui pensent que nous sommes en train de prendre le risque de faire émerger, sans nous en rendre compte, une intelligence artificielle forte. Le débat fait rage. Il y a un clan qui pense que c'est un vrai risque, il y en a d'autres qui pensent que c'est ridicule et que l'intelligence artificielle ne peut pas arriver rapidement. On voit bien que Yann LeCun, qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook, est lui plutôt rassurant. Dans une interview au Figaro, le 17 juin dernier, il expliquait « Un scénario à la Terminator est impossible avant 2035. Certains pensent que ça pourrait arriver plus tôt. Cela dit, 2035, c'est dans pas très longtemps. Donc si quelqu'un d'aussi important dans la réflexion sur l'intelligence artificielle pense qu'un scénario comme ça peut arriver dans 20 ou 30 ans, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse et qu'on prenne des mesures pour éviter qu'une intelligence artificielle hostile ne puisse émerger sans qu'on s'en rende compte.